Produire et consommer local, une question que les hommes, et pour cause, ne se posaient pas jusqu'au XIXe siècle. Les transports de toute façon allaient au pas du cheval, et la fée électricité n'avait pas fait ses miracles. Puis vint la révolution industrielle, où l'Occident a domestiqué le charbon, le pétrole, le gaz, ces énergies qu'on dit fossiles, qu'on feint de croire inépuisables et qu'on consomme aujourd'hui par milliards de tonnes, au mépris du temps, au mépris des distances, au mépris surtout de l'équilibre de la planète. Le monde, chacun le sait, est au bord de la panne. Mais avant la panne, la machine roule encore. Bonsoir. La machine roule encore. Pour l'instant, c'est un fait. Mais quand on sait que dans moins de 20 ans, avec l'émergence de l'Inde et de la Chine, la demande d'énergie va doubler. Quand on sait que l'approvisionnement dépendra encore à 85% du pétrole, du charbon et du gaz. Quand on sait que ce pétrole manquera, ce qu'on sait déjà depuis bien longtemps. Mais quand on feint d'ignorer que l'électricité manquera aussi, on peut raisonnablement redouter, prévoir, disent les spécialistes, que la machine s'arrête. Des prévisions qui obligent donc chacun d'entre nous à de sérieux changements de nos modes de vie et qui obligent, ou qui devraient obliger les politiques, à l'image de ce qui commence à se faire ici en Europe, à des choix plus radicaux, ou du moins plus contraignants. Comment repenser le tissu urbain? Comment repenser les déplacements et avec quelle source d'énergie? Quelles pistes la recherche et l'innovation ouvrent dans ces mutations en cours? Et enfin, quel rôle les citoyens que nous sommes vont jouer dans cette nouvelle donne? Une nouvelle donne, de nouvelles énergies qui pourraient à terme dessiner un nouveau modèle de société. Énergie, le futur à contre-courant, c'est le titre de la thématique que je vous propose de suivre avec nous ce soir. Quelle énergie pour l'Europe au XXIe siècle? Le charbon pourrait alimenter l'économie mondiale encore 130 ans. Il produit 28% de l'électricité européenne. Malheureusement, c'est l'énergie la plus polluante. Les quantités brûlées depuis le début de l'ère industrielle seraient la première cause du réchauffement climatique que subit la planète. Les réserves de pétrole et de gaz tariront dans la deuxième partie du siècle. Le pétrole assure 98% des transports routiers. Le gaz, 21% de l'électricité du vieux continent. Peu à peu, les ressources se restreindront à 2 régions principales. La Russie, avec les anciennes républiques soviétiques, et le Moyen-Orient. L'Europe est très dépendante au plan de l'énergie. Nous dépendons aujourd'hui à 50% des importations d'énergie. Et d'après les estimations, en 2030, nous devrions être proches de 70%. Mais on voit bien que le monde, le 21e siècle, il va y avoir des crises assez violentes pour l'accès et l'appropriation des ressources qui deviennent rares malgré tout. Pour certains, seule l'énergie nucléaire permettrait de réduire la dépendance de l'Europe tout en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 152 réacteurs produisent 30% de l'électricité de l'Union. En cas de rupture d'énergie fossile, il en faudrait 500. Un réacteur de nouvelle génération coûte 3 milliards d'euros, sans compter l'accumulation des déchets radioactifs et les questions de sécurité. La plupart des écologistes s'opposent au nucléaire et l'opinion reste méfiante. Ce sera une technologie majeure en Europe. La question n'est pas de savoir si, mais jusqu'à quel point. La Finlande construit de nouvelles centrales. Les Allemands sont en train de reconsidérer l'énergie nucléaire. Les Français vont la développer, de même que probablement les Britanniques. Donc, le nucléaire revient. La question est de garantir qu'on le maîtrisera de la façon la plus économique et sûre, plutôt que de se perdre en querelles idéologiques. Enfin, l'Europe est confrontée à un autre défi. Elle arrive aux limites de ses capacités électriques et de nombreuses centrales sont en fin de vie. D'ici 2030, il faudra construire l'équivalent de tout le parc électrique actuel, sous peine de blackout. Un investissement de 1000 milliards d'euros qui engagera l'avenir jusqu'en 2080. En Allemagne, premier producteur d'électricité de l'Union européenne,
L'Agence de l'énergie annonce un déficit de 12 000 mégawatts dès 2012, soit 10% de la puissance actuelle. Si je prends l'Europe, avec les pannes qu'on a eues en novembre dernier et d'autres pannes que nous aurons, est-ce qu'on est sûr que les investissements de pointe, c'est-à-dire la centrale dont on a besoin le mercredi 27 février à 18h, est-ce qu'elle va se construire? C'est pas évident. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui tendent à dire que les investissements, peut-être, ne se feront pas en quantité suffisante et en temps utile pour que l'équilibre se fasse. Trouver assez d'énergie pour maintenir la croissance économique alors que la population va augmenter de 6 milliards à 9 milliards d'individus d'ici 2050, c'est un défi tellement énorme en termes d'énergie que de nouvelles technologies seront nécessaires. Si on ne les obtient pas, il n'y aura pas de solution. Le samedi 4 novembre 2006, vers 22h, 10 millions d'Européens étaient plongés dans le noir. Une plongée dans le noir qui n'aura finalement duré qu'1 heure, mais qui a fait trembler les dirigeants européens. Car ce fameux 4 novembre, l'Europe a vraiment frôlé le blackout, le noir, la panne générale et surtout la panne durable. Or, depuis l'ouverture du grand marché européen de l'électricité, concurrence oblige, les réseaux électriques des 27 pays membres sont interconnectés. Ils peuvent donc se secourir mutuellement, mais toute défaillance de l'un peut entraîner la défaillance de l'ensemble. Or, vous l'avez entendu, l'Europe arrive aux limites de ses capacités. Des pays comme l'Autriche, comme la Belgique, l'Espagne ou le Portugal, entre autres, produisent déjà moins qu'ils ne consomment, alors que parallèlement, la demande européenne continue de croître. Voilà pourquoi, dans la foulée de cette fameuse panne, les gouvernements européens ont accepté un plan de mesures très contraignant proposé par Bruxelles, connu sous le nom des 3-20. 20% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, 20% de réduction de notre consommation, 20% de production d'énergie renouvelable et locale, le tout à l'horizon 2020. Des mesures qui concernent avant tout les villes. Mais déjà dans les années 90, afin de prendre la main sur leur avenir et donc sur leur futur énergétique, le réseau Énergicité a vu le jour. Il rassemble aujourd'hui 500 collectivités dans 24 pays d'Europe. On consomme dans les villes européennes environ 81% d'énergie. Donc c'est beaucoup là que ça se passe. Ville et puis immédiatement son entourage. Donc c'est énorme. Si on ne fait rien là, comment on peut penser qu'on va atteindre de quelconques objectifs? Énergicité organise des échanges de ville à ville. La formation des élus commence souvent en Allemagne, avec la visite de Fribourg en Breisgau. Pour cette délégation française venue de Metz, débarquer à Fribourg équivaut à tomber d'une autre planète. Pourtant, les Français n'ont parcouru que 300 km dans leur bus diesel climatisé. Ironie de l'histoire, la visite commence par le quartier Vauban, ancienne caserne française rachetée par la municipalité en 1993. Le site couvre 41 hectares au sud de la ville. Vauban compte aujourd'hui 5000 habitants. La mairie voulait permettre à toutes les couches sociales de devenir propriétaires dans un quartier écologique. Les terrains ont été vendus à des particuliers ou à des groupements de futurs habitants. Les acheteurs ont participé à la conception de leur quartier. Puis, chacun a bâti sa propriété avec l'architecte de son choix. Les maisons sont mitoyennes. Toutes sont agrémentées d'une bande de jardin entre la façade et la rue. Il n'y a pas de parking dans la zone d'habitation. Pourtant, loin du ghetto écolo que certains imaginaient, ce qui frappe avant tout les Français, c'est l'impression de liberté et de bien-être. On a rarement ce type d'image idyllique chez nous. On a les tuyas relativement fermés et les propriétés circonscrites. Et derrière chaque haie se passe ce que chaque famille veut qu'il se passe. Donc, bon, ici, on a un peu ce mode de vie qui est partagé comme ça. Les acquéreurs ont pu choisir entre des maisons à basse consommation d'énergie et des constructions dites passives, qui ne nécessitent pas de chauffage. Dans l'îlot qu'on appelle le bateau solaire,
les habitants produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est un quartier à énergie positive. Blotti au cœur de la forêt noire, Fribourg est un bastion du Parti vert allemand. En 1970, la population s'est opposée à la construction d'une centrale nucléaire. Elle a fait le pari de maîtriser son énergie sans retourner à la bougie. La ville s'est spécialisée dans la recherche et le développement des technologies solaires, qui fournissent déjà plus de 700 emplois. Les centrales solaires occupent l'équivalent de 12 terrains de football. Certaines tranches ont été entièrement financées par des coopératives de citoyens. Global denken, lokal handeln. Il faut penser globalement et agir localement. Bien sûr, quel que soit le problème, on peut toujours dire que ça doit être réglé par l'Europe, par Berlin ou par Paris. Mais on peut aussi commencer par se demander ce qu'on peut faire localement. Je crois qu'il existe beaucoup de communes, de villes dans le monde, qui n'attendent pas que leurs gouvernements respectifs se lancent. Ils assument leurs propres responsabilités face aux attentes de leur population qui dit « Faites quelque chose, agissez vous-même, faites des propositions ». La politique de transport public a inspiré de nombreuses municipalités européennes. Fribourg offre plus de 400 km de pistes cyclables et 5 lignes de tramway. 2 habitants sur 3 circulent en vélo. Tous les moyens de transport sont interconnectés à la gare. Dans les Vosges, il y a un fabricant déjà qui s'est mis sur ce marché. En haut, par exemple, vous allez voir qu'il y a certaines ailettes qui ne sont pas complètement fermées. C'est pour pouvoir profiter encore un petit peu de la lumière du jour. Au niveau des économies d'énergie et énergie renouvelable, quand on regarde ce que nous avons vu depuis hier, on s'aperçoit que Metz et la France, on va dire ça comme ça, a 20 ans de retard. Et quand on voit comment ça fonctionne et qu'on voit que ça fonctionne déjà tout simplement, c'est vrai que c'est très important. La sensibilisation, ça on y est déjà sensibilisé depuis un certain temps. Maintenant, le pas suivant, c'est de voir et puis ensuite, c'est de le faire. L'idée de base, c'est qu'il existe au niveau local, d'une part, un savoir-faire, des expériences, des initiatives et une volonté d'agir. Et le rôle d'un réseau, c'est fluidifier l'information entre ce que font les uns, ce que font les autres, chacun à apporter, chacun à recevoir. Cité historique et universitaire, Fribourg compte aujourd'hui 250 000 habitants. Ceux-ci vivent pour la plupart dans des quartiers anciens, mal isolés. Malgré la gestion exemplaire de la ville, les énergies renouvelables ne produisent encore que 6% de sa consommation. En partenariat avec un industriel local, une centrale au gaz apporte l'essentiel de l'électricité tout en produisant de la chaleur. C'est le principe de la cogénération. Quand on se promène au travers du territoire français, à quoi reconnaît-on une centrale électrique, en dehors d'une centrale hydraulique, qu'elle soit nucléaire ou pas d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'on voit surtout? On voit surtout une grande tour d'où sort de la vapeur d'eau. Et ça, c'est quoi? C'est de la chaleur qu'on n'a pas utilisée et qu'on cherche à dissiper. Ça représente globalement les 2/3 de la production d'énergie qu'on a fait. 1/3 sert pour l'électricité, 2/3 ne sert à rien. Si on a un mode de production d'électricité et de chaleur qui se rapproche du lieu de consommation, qu'est-ce qu'on va faire de ces 2/3 de chaleur? On ne va pas faire des grosses tours de refroidissement pour la dissiper. Non, on va l'utiliser pour les besoins de chauffage. Et donc, plutôt que de passer d'un rendement de 35%, plutôt que de se contenter d'un rendement de 35% pour la seule électricité qu'on va utiliser et qu'on va transporter et peut-être après se chauffer avec du chauffage électrique, eh bien, on va avoir un rendement qui va approcher 100%
parce qu'on va utiliser cette chaleur. En moyenne, les bâtiments européens représentent 40% de l'énergie dite finale, celle qui nous est facturée en fioul, gaz ou électricité. Le chauffage arrive largement en tête de la consommation. En France, des élus ont fait survoler leur ville avec une caméra thermographique. Les zones rouges sur l'image révèlent la chaleur qui s'échappe des toits. Grâce à ces vidéos, les citoyens ont découvert que leurs euros servent surtout à chauffer le ciel. Un physicien allemand a décidé de remédier à ce problème. Depuis les années 80, le Dr Feist et ses collaborateurs ont expérimenté leurs recherches dans leur propre résidence. Von der Physik her ist es ja so, dass ein System, wie wir sagen, ein Körper, ein Haus. En termes de physique, un système, un corps, une maison garde la température qu'il possède, sauf s'il y a une déperdition de chaleur. Or, il est normal dans nos contrées qu'une maison perde sa chaleur, parce que normalement, il fait plus froid à l'extérieur. Donc, la chaleur s'en va. Le principe de base est donc très simple. Il faut faire en sorte que la perte de chaleur soit réduite au minimum. C'est le même principe qu'on applique depuis des millénaires lorsqu'on met un bonnet ou un manteau chaud, ou lorsqu'on se blottit au fond du lit. Nous faisons en sorte que la chaleur reste à l'intérieur. Donc nous n'avons pas froid. On peut faire la même chose avec une maison. Cela veut dire qu'il faut doter son enveloppe d'une isolation thermique appropriée, qu'il faut améliorer la qualité des fenêtres et récupérer la chaleur de l'air usé. En Allemagne, les vieux bâtiments construits avant les années 80 consomment en moyenne 20 litres de fioul par mètre carré et par an pour le chauffage. Les bâtiments neufs qu'on construit aujourd'hui consomment moins de la moitié. Donc il y a déjà eu un progrès notable dans la construction traditionnelle. Pour un immeuble récent, on est autour de 9 à 10 litres par mètre carré. Avec la maison passive, la consommation se réduit à une valeur de 1,5 litre. Vous voyez donc la dimension du changement quand on passe de 20 litres à 1,5 litre. On peut ainsi considérer que dans la maison passive, l'énergie nécessaire au chauffage est quantité négligeable. Validé sur plus de 200 bâtiments avec le soutien de la Commission européenne, le label Passive House devient la référence de la construction neuve dans un nombre croissant de pays. Mais les bâtiments neufs ne représentent qu'1% par an du parc immobilier d'Europe. L'Institut du Dr Feist se concentre maintenant sur l'isolation des bâtiments anciens. Très efficace, l'isolation par l'extérieur n'est pas toujours possible. Pour améliorer les revêtements intérieurs, certains industriels utilisent de la cire, une matière qui stocke naturellement la chaleur en passant de l'état solide à l'état liquide. La BASF dispose de cette matière première qui, telle qu'elle, n'a pas d'utilité pour un architecte ou un maître d'ouvrage. Il faut toujours un support, comme du plâtre, du ciment, etc. Cette plaque de plâtre, qu'on appelle Smartboard, contient 3 kg de notre produit au mètre carré. Nous l'intégrons lors de la fabrication de la plaque sous forme de microcapsules qui se dispersent à l'intérieur du plâtre. La capacité de stockage thermique de cette plaque correspond à celle de cette pierre. D'un point de vue thermique, c'est le même matériel. Mais si vous utilisez cette plaque pour la finition de votre grenier, vous aurez là autre chose qu'une plaque de plâtre ordinaire. Imaginons que les murs ou le plafond de cette pièce soient revêtus de ce matériau. La température monte parce que le soleil tape par la fenêtre ou parce qu'il y a beaucoup de gens dans la pièce. À 23 degrés, la cire intégrée dans les plaques de plâtre commence à fondre en absorbant de la chaleur. Cela signifie que la température cesse d'augmenter dans la pièce et reste stable. Cette stabilisation est uniquement possible grâce à un matériau à changement de phase. Et dans la mesure où il y a assez de cire dans le mur, vous pouvez prolonger le processus jusqu'à la fin de la journée. Le soir, lorsque le soleil se couche et que la température baisse, vous aérez la chambre pour la rafraîchir, la cire recristallise et restitue la chaleur absorbée. Ainsi, vous avez passé la journée sans utiliser la climatisation.
Lorsqu'on parle d'énergie, on pense tout de suite au courant électrique. Mais le courant ne représente que 20% de notre consommation. 40% de toute l'énergie que nous consommons est utilisée dans les bâtiments, pour le chauffage et la climatisation, même si une petite partie sert aussi pour les appareils. Et un de nos plus grands défis, c'est que si le changement climatique nous amène des canicules, nous ne pourrons pas avoir recours à la climatisation électrique, sinon nous aggraverons encore le problème. Il faut donc construire des bâtiments qui ne se comportent pas de manière idiote en termes de climatisation, comme c'est le cas aujourd'hui avec de nombreuses banques dont les énormes façades en verre nécessitent une énorme climatisation. Les quartiers d'affaires des grandes métropoles consomment à eux seuls plus que tout le secteur résidentiel. En cause, la climatisation, qui régule la ventilation et la température de l'air intérieur, été comme hiver. La plupart des tours du XXe siècle n'ont pas d'ouvertures extérieures. Conçues dans l'insouciance énergétique, elles ont été implantées au mépris des données climatiques. Aujourd'hui, les grands cabinets d'architecture repensent ces bâtiments. À Paris, Jacques Ferrier vise les normes les plus exigeantes. Pour être à énergie positive, on descend au maximum les besoins du bâtiment. En ce qui concerne les bâtiments de grande hauteur, il s'agit de diviser par 5 environ les besoins d'énergie par rapport à un bâtiment classique. Et il reste toujours un peu d'énergie à consommer. Bon. Et donc le peu qui reste est équilibré par l'énergie disponible sur place. Alors ça peut être de la géothermie, si vous êtes dans un site favorable. Ça peut être, on peut imaginer aussi, vous montez en hauteur, vous avez un parc autour, vous mettez des éoliennes, ça peut être de l'énergie éolienne. Si vous êtes au bord de la côte, au bord de la mer, avec un endroit très, très venté, ou ça peut être évidemment les panneaux photovoltaïques, qui sont aujourd'hui en train de devenir des choses de plus en plus courantes. L'équipe de Jacques Ferrier a élaboré la tour concept Hypergreen, qui combine des logements, des bureaux, des commerces et des espaces communs. Hypergreen s'inscrit comme un village vertical dans son écosystème. Les éléments préfabriqués sont modulables en fonction du site, de l'exposition et des ressources de l'environnement. Comment, par exemple, peut-on faire une structure qui consomme moins de matière? Et l'ingénieur structure me dit, en fait, pour que la structure consomme le moins de matière, il faut qu'elle soit le plus à l'extérieur possible. C'est là qu'elle résiste le mieux au renversement. Donc on se dit, si elle est à l'extérieur, il faut déjà qu'elle soit belle, puisqu'on va la voir. Et puis on pourrait imaginer qu'elle serve à autre chose qu'à la structure et qu'elle m'aide à résoudre la question que me pose mon ingénieur thermique, qui me dit mais il faut essayer que le sud soit protégé du soleil alors que le nord, la façade nord peut largement s'ouvrir à la lumière. Et donc on a eu l'idée de cette structure en résille qui est plus dense côté sud. Elle fait ce qu'en architecture on appelle le brise-soleil et qui a des mailles par contre très ajourées et très grandes côté nord, parce qu'au nord on peut être très transparent, on n'a pas de problème. L'idée de la structure extérieure dans Hypergreen va de pair avec l'idée que cette structure extérieure est détachée de la façade. Donc on peut venir fixer des panneaux photovoltaïques qui sont très beaux, qui sont ces grands panneaux vitrés bleutés, qui sont un peu comme un vitrail contemporain, mais qui en plus produisent de l'électricité. Donc ces panneaux photovoltaïques sont fixés là où il faut pour pas gêner la vue, pour être correctement orientés. Et donc on peut très facilement accéder et sur la façade et sur la résine. Pourquoi aujourd'hui continuer à construire un toit ou une façade pour ensuite ajouter une installation solaire? À l'avenir, il faudra intégrer dans les toits et façades de nos maisons des installations solaires qui peuvent produire de l'eau chaude, mais aussi servir à climatiser un bâtiment. C'est tout à fait possible. Et finalement, produire du courant électrique.
Barcelone a réussi une avancée spectaculaire en imposant la première ordonnance solaire en Europe. Cette loi oblige toute nouvelle construction à intégrer des capteurs solaires pour la production d'eau chaude. Berlin avait lancé l'idée en 1996, mais le secteur immobilier avait mis son veto. L'histoire est un peu incroyable, car quand on a commencé à parler des caractéristiques de cette ordonnance solaire, beaucoup de personnes dans la municipalité considéraient que c'était impossible qu'une ville comme Barcelone puisse édicter une telle loi, car elle n'en avait pas les compétences. Il en résultait un débat interne dans la municipalité. Alors, ceux qui défendaient ce projet dirent qu'il n'était écrit nulle part que Barcelone ne puisse pas se doter d'une telle loi. Les villes ont les compétences pour promulguer ce type d'ordonnance dans différents domaines comme le bruit, la collecte sélective des déchets, l'eau. Et donc, pourquoi ne pas adopter une loi sur l'eau chaude solaire ? Et finalement, la loi fut adoptée en 1999 à l'unanimité par le conseil municipal. 30 000 mètres carrés de capteurs solaires ont déjà été installés. De nombreuses municipalités espagnoles se sont engouffrées dans la brèche, si bien que l'État a fini par annexer l'ordonnance solaire au code technique de la construction nationale. Mais avec la flambée immobilière, l'économie réalisée à Barcelone a été vite comblée. En 10 ans, la consommation d'électricité a doublé. Faudrait-il une ordonnance photovoltaïque pour que les citoyens produisent une partie de leur électricité ? Les capteurs photovoltaïques servent à transformer directement les radiations solaires en courant continu. C'est un grand avantage, puisque cette opération ne requiert aucune transformation. Un toit protégera donc des intempéries, mais en même temps se transformera en une centrale électrique. On pourrait donc convertir tous les toits du monde en centrales électriques. L'avantage étant que c'est de l'électricité consommée là où elle est produite. Ainsi, on évite les pertes dues au transport du courant électrique sur de longues distances. Així com a nivell solar tèrmic portem més anys amb aquesta ordenança solar, a nivell fotovoltaic hem de fer un salt qualitatiu i també s'està estudiant... Grâce à l'ordonnance, nous avons une bonne pratique du solaire thermique. Mais au niveau du photovoltaïque, nous devons faire un saut qualitatif. Nous étudions les modalités d'une ordonnance solaire photovoltaïque dans le cadre du nouveau code de la construction qui commence à s'appliquer. C'est un défi autant pour le secteur public que privé, parce que ce n'est pas avec les quelques installations photovoltaïques actuelles que nous allons pouvoir répondre à la demande croissante d'électricité. La ville a déjà équipé une trentaine de bâtiments pilotes et le public commence à participer. Ici, un groupement de citoyens a installé sa propre centrale solaire sur le toit du marché couvert. L'initiative revient à la fondation Terra. À Barcelone, ils ont été les premiers à construire une installation connectée au réseau quand il était très difficile de le faire, car les compagnies électriques étaient très réticentes à ce type d'installation. Ici, en Espagne, on a adopté la même législation que celle qui existe en Allemagne depuis longtemps, à savoir que n'importe quel producteur d'électricité photovoltaïque a le droit de la réinjecter dans le réseau. Il faut donc qu'il ait accès au réseau dans des conditions équitables et que le kilowatt soit rémunéré correctement. Grâce à cette loi, le village de Saint-Faust finance son éclairage de ville. Le jour, il vend son électricité solaire au tarif subventionné. Pour s'éclairer la nuit, il achète du courant au tarif ordinaire. Dans tous les pays européens, par exemple, le développement de l'éolien
ou du solaire est lié à des subventions qui sont accordées par les pouvoirs publics. En France, ça fait même partie du service public de l'électricité, où on dégage des sommes sur nos factures d'électricité pour subventionner l'éolien ou le solaire. Et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est clair qu'on n'intègre pas dans le prix des énergies fossiles les conséquences négatives sur l'environnement et au-delà de l'environnement, d'ailleurs, les conséquences négatives tout court, y compris sur l'économie, y compris sur la santé. Et donc, il y a une inégalité de base entre le solaire qui ne génère pas de pollution, ou très peu, ou l'éolien qui génère quelques pollutions, enfin beaucoup moins que le pétrole ou le gaz, alors que le pétrole et le gaz ne payent pas les coûts sociaux qu'ils engendrent pour la société. Depuis septembre 2007, les bus de l'agglomération lilloise roulent au biogaz. Le carburant est produit par la municipalité avec la participation des habitants. En France, cette pratique est illégale, mais l'expérience se déroule dans le cadre du réseau européen Biofuel Cities. Rome, Stockholm et Göteborg y participent avec le soutien de leur gouvernement. La France a trouvé un arrangement. Le centre de valorisation des déchets organiques de Lille est le plus important du programme. Sa construction a pris 3 ans pour un investissement de 75 millions d'euros. Mais les 110 000 tonnes de déchets qu'il traitera dans l'année vaudront leur pesant d'or. Donc tous les déchets qui sont donc les biodéchets des ménages, les déchets de cuisine, les fleurs fanées, les déchets de jardin, également tous les déchets de l'industrie agroalimentaire, les épluchures de pommes de terre, tous ces déchets-là peuvent être traités dans ce qu'on appelle un méthaniseur ou un digesteur. Et on va pouvoir produire du biogaz à partir de ce type de déchets. À l'origine, les Lillois avaient refusé la construction d'un nouvel incinérateur. Ils ont préféré mettre en place un système de recyclage des déchets. Les citoyens se sont engagés à placer les matières organiques dans des bacs séparés. Même imparfait, ce premier tri facilite la collecte. Dans la nature, les matières organiques se décomposent en dégageant de la chaleur et du gaz, le méthane. Au bout d'un temps plus ou moins long, il ne reste qu'un résidu de matière solide, le compost, qui se mélange à la terre et enrichit les sols. L'usine ne fait qu'accélérer le processus naturel en milieu contrôlé. Une série d'opérations mécaniques affine le tri. Puis, les matériaux sont acheminés vers le digesteur, où ils vont séjourner 3 semaines. Pendant ce temps, le processus de méthanisation sépare le gaz des résidus solides. Dans l'année, 34 000 tonnes de compost seront ainsi récupérées et vendues à la coopérative agricole. Les objets non organiques provenant du tri repartent par voie fluviale. Papier, plastique et verre pourront être recyclés. L'ancien incinérateur brûle les déchets ultimes et les convertit en électricité. L'usine produit annuellement 4 millions de mètres cubes de biométhane, soit l'équivalent de 4 millions de litres de fioul. Les 150 bus de l'agglomération fonctionnaient déjà au gaz naturel. Le passage au biogaz, de composition identique, n'a demandé aucune modification des moteurs. Peu à peu, les bennes à ordures diesel seront remplacées par des engins roulant au gaz. Et ensuite, vous avez la deuxième étape que je qualifierais un peu du grand bond, qui est de se positionner sur le marché du particulier, c'est-à-dire de l'usager de l'usager de la route comme vous et moi.
Et là, ça nécessite une infrastructure de distribution qui est toute autre, puisque là, il faut pouvoir mettre à disposition le biométhane dans des stations-service, comme les carburants liquides classiques sont à disposition des utilisateurs. Là, pour l'instant, seules la Suède et la Suisse a franchi ce cap-là, puisqu'en Suède et en Suisse, vous pouvez aller à la pompe et acheter du biométhane. Ce qui n'est pas le cas en France pour l'instant. Il y a encore des réserves à pratiquer l'injection dans le réseau Gaz de France, alors que la meilleure façon d'utiliser ce gaz, c'est comme en électricité, de le réinjecter dans le réseau général. Je le produis à un endroit et je peux l'utiliser à un autre endroit. Mais évidemment, comme on a un monopole qui est un peu jaloux de ses prérogatives, on a aujourd'hui quelques difficultés à faire accepter cette pratique qui, par ailleurs, en certains autres pays, est recommandée, voire obligatoire. Profitant de l'expérience de Lille, la ville de Toulouse a adopté le même modèle. Aux dernières nouvelles, les 2 municipalités seront finalement autorisées à vendre leurs excédents au réseau Gaz de France. L'expérience Biofuel Cities révèle que le biogaz pourrait fournir 20% des carburants européens. L'urgence, la nécessité de réduire sa consommation et sa dépendance énergétique, chacun de nous les perçoit sans toujours savoir ni comment ni quoi faire. Pourtant, le petit tour d'Europe que nous venons de faire prouve que les initiatives locales sont réellement les leviers du changement. L'expérience a montré qu'on pouvait dispenser l'Europe des factures de chauffage, que l'ordonnance de Barcelone s'est étendue à toute l'Espagne, en dépit des lobbies, que d'autres pays européens s'en aspirent. On a vu aussi que les Lillois ont conquis le droit de transformer leurs déchets en ressources et qu'ils ont ainsi ouvert la voie à toutes les villes françaises. Je vous propose maintenant de partir faire un tour en Haute-Mayenne, c'est dans l'ouest de la France. Dans ce département, essentiellement composé de communes rurales, les habitants se sont regroupés pour inventer ensemble leurs solutions énergétiques. En Mayenne, on nous dit qu'on est un gros département solaire, mais finalement c'est quoi? C'est une petite envie de développer ça, 3 ou 4 copains au départ autour d'une tasse de café, c'est tout. L'idée de faire une association, finalement, elle est venue après avoir fait le voyage à Fribourg. On a remarqué qu'il y avait des installations solaires sur tous les bâtiments, que les élus, finalement, à chaque fois qu'ils avaient un bâtiment en vue, se posaient la question où est-ce qu'on pourrait en mettre. C'est une préoccupation des gens, de la population. Alors, on s'est dit, en revenant de ce voyage-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est là qu'est venue l'idée de faire une porte ouverte, rapidement. Et à la première porte ouverte qui a été organisée d'une manière simple et rapide, on a eu entre 400 et 500 personnes à venir. Alors là, on a été un petit peu étonnés quand même. On s'est dit, les énergies renouvelables intéressent les Allemands, mais finalement, ils intéressent les gens en France aussi. Sauf qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc il y avait eu cette réunion de lancement du groupement d'achat au mois de décembre. On avait un petit peu exposé comment ça allait se dérouler. On avait rappelé des données générales sur le photovoltaïque, donc des éléments techniques, juridiques. Pour faciliter le décollage des énergies solaires, Jean-Luc a monté un groupement d'achat. À 40, on peut négocier les prix, accélérer les démarches administratives et surtout obtenir le raccordement au réseau. Décidément, les grands opérateurs européens ne semblent pas pressés d'accueillir les petits producteurs. Comme en Espagne, la loi française oblige Électricité de France à acheter la production solaire. Mais elle reste floue sur les conditions de raccordement. L'entreprise impose souvent des coûts et des délais dissuasifs. C'est dommage de mettre des barrières sur quelque chose que la majorité des Français veulent voir se développer. À ce niveau-là, il y a un petit peu une incohérence entre un discours de dire on veut développer des énergies renouvelables et puis on laisse les barrières, les freins, etc. au niveau administratif.
Dans son cahier des charges, le groupement d'achat a exigé la formation des entreprises locales qui ne connaissaient rien aux énergies solaires, faute de demande. L'important, c'est que les installations soient disséminées sur l'ensemble du territoire et qu'ensuite les artisans prennent le relais. Et au lieu d'installer un ballon d'eau chaude électrique comme ils ont l'habitude de faire, eh bien qu'ils proposent finalement à leurs clients d'avoir une installation solaire, des panneaux solaires, soit pour l'eau chaude, soit pour le photovoltaïque. Voilà, allez viens. Voilà. Allez viens, voilà. Voilà. Pour diminuer encore ses dépenses d'énergie, Jean-Luc a remplacé sa chaudière au fioul par une chaudière à bois. La chaudière à bois déjecté, c'est quasiment exactement comme une chaudière à fioul, sauf que le combustible, c'est du copeau de bois comme ceci. La chaudière est entièrement automatique, elle s'allume toute seule, elle s'arrête toute seule quand elle est montée en température. Elle est très très simple de fonctionnement. On va passer par là. Le bois provient de la taille du bocage qui borde ces champs. Celui-là a besoin d'être taillé. On va faire un arbre de Auger. Alors, le tas de bois qu'il y a là, qui correspond au champ d'1,5 hectare, pour bien évaluer, il faudra attendre qu'il soit mis en petites plaquettes, mais je pense être capable de chauffer ma maison pendant 1 année et demie avec. Donc, c'est important comme quantité d'énergie produite. La haie de bocage, c'est la signature de la Mayenne. Depuis des siècles, elle abrite les animaux d'élevage, protège la prairie du dessèchement, tout en laissant passer les espèces sauvages. Autrefois, chacun l'entretenait avec soin. La taille annuelle fournissait le bois de chauffage de l'hiver. Mais avec l'agriculture intensive et le déferlement des énergies fossiles, ce patrimoine a bien failli disparaître. La mairie de Saint-Hilaire a décidé de le valoriser sur ses 3000 hectares de surface agricole. Sur cette surface-là, ma foi, il reste encore un maillage bocager relativement important que le conseil municipal souhaite préserver. Et donc, partant de là, on s'est dit que la meilleure manière de le préserver, c'était de trouver une utilisation au bois. Effectivement, on a complètement oublié que le bois, c'était de l'énergie. Et donc là, on est là pour redire à tout le monde, au pouvoir public, que le bois peut servir à nous chauffer, à produire de l'eau chaude. Avec la montée des prix du pétrole, l'idée d'organiser une filière bois s'est imposée. Une filière, cela veut dire mobiliser la matière première et organiser toutes les étapes, depuis la coupe jusqu'à la livraison au consommateur final. La coordination a été menée avec la structure pays, qui permet aux zones rurales d'obtenir entre autres des subventions de la Commission européenne. La filière bois est désormais gérée par une coopérative d'intérêt collectif qui associe tous les acteurs, publics, privés, associatifs, y compris les utilisateurs. Il a fallu travailler pas mal, se rapprocher les uns des autres pour finir vers cet objectif commun de fournir une énergie locale et renouvelable et aussi en même temps donc de valoriser ce bocage, quoi. Et donc on a fini d'ailleurs par se mettre d'accord en disant on aura 50% de bois bocage et 50% de bois qui viendra de l'industrie des scieries. Les scieries trouveront leur intérêt. Elles vendront leurs déchets de bois au lieu de les écouler dans l'industrie papetière, à plusieurs centaines de kilomètres. À Saint-Hilaire, un premier lotissement a été équipé d'un réseau de chaleur.
La chaufferie fournit le chauffage en hiver et l'eau chaude toute l'année. La commune se lance maintenant dans la construction passive. Le prochain programme de logements sociaux ne consommera que 15 kWh par mètre carré et par an, au lieu de 240 dans la construction standard. Notre installation est intéressante parce que c'est un exemple de ce qui peut se faire pour utiliser du bois bocagé et une énergie locale. Mais d'un autre côté, je pense que la première réflexion à se faire, c'est de se dire économisons l'énergie avant de produire de l'énergie peu coûteuse, quoi. On ne peut pas dissocier les économies d'énergie, la conception des maisons et les énergies renouvelables. C'est un tout. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin d'une information extrêmement précise et très adaptée à leur situation. Une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose et qu'ils devaient faire quelque chose, ils ont besoin de le faire, ils ont envie de le faire. Donc ils se retournent vers nous, d'une manière ou d'une autre, et on a besoin de répondre à leurs sollicitations sur le site internet, de répondre à leurs sollicitations au téléphone, ou bien, et c'est ce que nous avons créé avec les espaces info-énergie, d'aller au plus près de chacun pour passer le message. Plus de 200 espaces info-énergie ont déjà vu le jour. Ils apportent un conseil indépendant aux collectivités, aux entreprises comme aux particuliers. Donc la première chose qu'il y a à regarder, plus particulièrement, ça va être l'orientation de la maison. Je parle beaucoup des vitrages. À Mayenne, certains se renseignent en vue de construire. D'autres veulent simplement réduire leur consommation. Avant. Mais ça, bon, ça peut être une dynamique. Le soleil, il faut qu'il vienne taper sur quelque chose. Donc là, il y a l'effet de serre. Ainsi, 30 ménages se sont portés volontaires pour un challenge énergie. Un conseiller établit avec eux un premier diagnostic en détaillant les postes qui font grimper la facture. Il propose les solutions les plus efficaces en fonction de leur budget et suit régulièrement leur progrès à domicile. Ce qu'on appelle usage spécifique de l'électricité, 19%, c'est tout ce qui est consommation électrique hors chauffage et eau chaude. Là, vous avez remplacé votre congélateur par un appareil de classe A ou A+. A+. D'accord. Ouais. D'accord. En fait, il y a longtemps qu'on en parlait, mais là, ça nous a fait prendre conscience justement avec les différentes catégories B, C, A et A+. Je vous ai amené un petit compteur d'énergie qui permet de relever en instantané les consommations des appareils. Parce qu'il faut savoir que quand même une veille de magnétoscope, c'est environ 15 watts en consommation instantanée. Ouais. Pour les petits appareils électroménagers comme le micro-ondes, on voit la puissance instantanée, donc en watts. On le ferme, on descend, 6, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Ça, c'est une caméra infrarouge qui va nous permettre de déceler les pertes de chaleur sur le bâtiment. Donc là, par exemple, la perte de chaleur la plus importante, on la voit ici, là, au centre de l'écran. C'est juste dans le bas de la fenêtre, là. Donc là, on a un problème d'étanchéité au niveau de la fermeture de la fenêtre. Le pont thermique, on le retrouve entre le contact... Le conseiller info-énergie est d'autant plus écouté qu'il n'a rien à vendre. Ça suit tout le long de cette dalle. La culture énergétique aujourd'hui reste majoritairement confisquée par les acteurs des technologies de l'offre d'énergie traditionnelle et pas par les acteurs de la demande, c'est-à-dire ceux qui consomment. Or, les acteurs de la demande, ils ont intérêt à consommer le moins possible. Les acteurs de l'offre, même s'ils disent que ça change, etc., ils n'ont pas intérêt à ce que les consommateurs consomment le moins possible. En Mayenne, il y a des paysans qui ont réfléchi sur la consommation énergétique depuis plus de 20 ans. Et sur la manière de produire sur les exploitations, on peut aussi économiser l'énergie. La Haute-Mayenne compte plus d'une centaine d'agriculteurs biologiques qui ont fait leurs calculs. Dans l'élevage intensif, la culture du maïs, la fabrication des engrais et des pesticides, leur transport, les importations de soja en provenance d'Amérique latine dévorent des quantités d'énergie. Il faut l'équivalent de 2 à 3 kilos de pétrole pour faire 1 kilo de bœuf. En production biologique, les animaux ne mangent que l'herbe de l'exploitation. Pour les éleveurs, le gain est écologique autant qu'économique. Ça dépend où on met la performance. Moi, je dis que je suis performant parce que je produis 1 litre de lait avec un prix de revient faible. Donc, voilà.
Donc on peut être performant comme ça, c'est pas forcément la quantité de lait par vache. Hein. Si le prix du pétrole flambe, l'agriculture intensive ne tiendra peut-être plus la route du tout, ni pour la balance commerciale, ni en termes d'économie. Tu y portes. Allez, va, mais merde. Allez, en route. À traite. Je vous disais au départ qu'on faisait du fromage aussi. Et on a aussi fait le choix de le vendre localement, ce fromage-là. C'est développer les circuits courts et ça aussi a un impact, bien sûr, sur la consommation d'énergie. Quand on voit les problèmes de gaz à effet de serre, les transports y contribuent pour beaucoup. Et effectivement, plus on va consommer localement ce qu'on produit, plus on va limiter ces transports et tous ces problèmes d'environnement. 12 producteurs bio vendent directement au magasin associatif de la ferme Jouot, tous les vendredis. On peut y acheter les légumes et les fruits cueillis sur place le matin même, mais aussi la crèmerie, les œufs, les volailles, le pain comme dans un mini-supermarché. Sauf qu'ici, tout a été préparé le jour même dans un rayon de 5 km. Les acheteurs sont aussi des voisins. Les premiers consommateurs qu'on a eus au magasin à la Charmille venaient chercher des légumes comme ils avaient l'habitude de les consommer en grande surface. Et puis progressivement, ils nous ont dit qu'ils fonctionnaient un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le livre de cuisine le matin et dire « je vais faire ça pour ce week-end », il y a eu un raisonnement, il y a ça de disponible à cette saison-là, donc j'essaie de fonctionner avec ce qu'il y a, avec la saison. L'histoire de la Haute-Mayenne s'est largement inspirée de celle de Fribourg. Le pays lutte contre le tracé d'une ligne à très haute tension qui descendrait du futur réacteur nucléaire de Flamanville. Les habitants veulent démontrer qu'en utilisant mieux l'énergie, les ressources locales suffisent aux besoins des citoyens. Bien, Ciboulette. Bien. On est heureux. Les Jouot songent maintenant à récupérer les déchets agricoles pour faire des petites centrales à biogaz. La nuit, celles-ci prendraient le relais des panneaux solaires, comme ils l'ont vu en Allemagne. Aucune source d'énergie ne peut dire qu'elle est la meilleure et qu'elle n'a pas de défaut. Toutes ont des coûts et des avantages. Et je pense que pour boucler le bilan mondial durant ce siècle, il faut faire appel à toutes les sources d'énergie disponibles sur la planète sans qu'aucune d'elles ne soit l'idéal. Donc il faut diversifier le bouquet énergétique au maximum et développer, même si ça coûte cher avec des subventions, le vent, le solaire et toute forme de renouvelable, la micro-hydraulique, la biomasse qui n'est pas non plus la solution parfaite, mais qui a sa part dans le mix, dans le bouquet énergétique du futur. Un bouquet qui représente par ailleurs une formidable perspective d'indépendance énergétique pour tous et une mine d'emplois, des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et en matière de recherche sur les énergies renouvelables, un marché, on l'imagine bien, considérable, l'Europe a encore un peu d'avance. Mais on le voit depuis le début de cette théma, le compte à rebours pour se libérer des énergies fossiles, ce compte à rebours a commencé. Mais pour éviter le schéma du tout nucléaire, il faudrait bien plus que les 20% d'énergie renouvelable décidés au niveau européen. 3 conditions seraient pour cela nécessaires: apprendre à stocker les énergies renouvelables, apprendre à mieux exploiter les forces gigantesques que les océans et le soleil nous offrent, apprendre enfin à mettre en réseau de manière efficace l'énergie que vous et moi créerons demain. Des défis que les scientifiques se doivent dès aujourd'hui de relever. À partir du moment où vous avez un panneau solaire photovoltaïque sur votre toit, vous êtes un producteur d'électricité. Une éolienne, c'est une centrale électrique. Donc, il va falloir raccorder au réseau tous ces éléments qui vont venir apporter
de l'énergie, alors qu'autrefois on avait simplement un réseau qui finalement descendait de l'énergie. Ça suppose un aménagement du réseau qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est pour nous un thème de recherche tout à fait prioritaire, ce qu'on appelle le réseau intelligent, l'Internet de l'électricité, parce qu'en fait c'est ça. Les énergies renouvelables ne produisent pas toujours sur commande. Les panneaux solaires ne fonctionnent que le jour. Les éoliennes ne produisent qu'à 25% du temps, au gré du vent. Et l'électricité ne se stocke pas. Comment éviter les coupures de courant ? Les ingénieurs qui organisent aujourd'hui la distribution d'électricité ont l'habitude de couper ou d'allumer de grosses unités centrales. Les ingénieurs de demain devront pouvoir faire des prévisions plus précises sur la consommation, en tenant compte de la météo. Fera-t-il beau ou mauvais? Y aura-t-il du vent? Quel sera l'ensoleillement? Cela aura un impact sur la consommation, par exemple à travers la climatisation. D'autre part, nous pourrons alors prévoir la demande d'électricité que nous pourrons satisfaire avec les installations solaires et éoliennes. Serait-il possible de distribuer une électricité 100% verte en continu? La chancelière allemande Angela Merkel a posé la question à l'université de Kassel. En association avec 3 industriels, les chercheurs ont couplé 11 éoliennes, 4 centrales de cogénération au biogaz et 20 installations de panneaux photovoltaïques. Une station de pompage hydroélectrique complète le réseau. Les 36 points de production ont été disséminés à travers l'Allemagne. Ainsi, les sources alternatives se compensent l'une l'autre selon la météo locale. Une centrale virtuelle combine les différentes sources en fonction de la demande, d'où son nom, Centrale Combi. La production de chaque source apparaît sur l'écran en couleurs différentes. La balance est ajustée par informatique en temps réel. Quand le soleil et le vent sont insuffisants, un clic de souris lance les centrales à biogaz. Et si la production dépasse la demande, l'électricité est envoyée vers la station de pompage hydroélectrique. La pompe monte l'eau jusqu'au bassin supérieur. Aux heures de pointe, il suffit d'ouvrir les vannes pour qu'elles redescendent dans le bassin inférieur. Le mouvement de l'eau entraîne des turbines et le générateur d'électricité s'enclenche immédiatement. Centrale Combi peut alimenter une ville de 12 000 habitants. Les chercheurs ont démontré qu'en 2050, le pays pourrait être entièrement desservi par des énergies renouvelables. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont les installations. Il faudrait tripler le nombre d'éoliennes, ajouter quelques millions de toits solaires et le complément en biogaz. Le choix est maintenant politique. On a fait d'énormes progrès au niveau du software. Nous pouvons aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 20 ou 25 ans, relier des centaines ou des milliers de petites installations, comme les installations solaires sur les toits, les installations de biogaz dans les villages, les installations de microgénération qui chauffent une maison et produisent en même temps de l'électricité. Toutes ces installations peuvent être reliées grâce au software pour former une centrale électrique virtuelle. On continuera à avoir besoin d'énergie centralisée comme les éoliennes offshore, c'est-à-dire des éoliennes installées en haute mer, qui par leur taille sont encore plus centralisées qu'une centrale au charbon. Ces installations centralisées resteront nécessaires à long terme parce qu'on ne peut pas faire marcher une usine chimique ou sidérurgique avec des panneaux photovoltaïques. Là, vous avez besoin de grandes structures de production d'électricité. L'éolien offshore est en plein développement dans les mers peu profondes, comme la Baltique ou la mer du Nord. Mais l'océan couvre 70% de la planète. Nous pourrions le valoriser sous de multiples formes, avec des énergies propres, inépuisables et prévisibles. Les marées dispersent chaque année l'équivalent de 22 000 TWh,
soit le 5e de la consommation mondiale. L'Europe compte 32 000 km de côte. Le long de la façade atlantique, ce sont surtout les énergies des vagues et des courants de marée qui mobilisent les recherches. Le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse offrent les meilleurs sites. La France vient en second, suivie du Portugal. En Écosse, les industriels testent leurs prototypes au Centre européen d'EMEC, aux îles Orkney. Notre rôle est d'offrir un site où les développeurs peuvent apporter leurs engins. Ils peuvent les brancher ici, produire de l'électricité et l'injecter dans le réseau national grâce aux câbles que nous mettons à leur disposition. L'objectif de nos installations est de leur permettre de perfectionner leurs procédés et d'accélérer ainsi les progrès de cette industrie. On croise de nouveaux monstres au pays du Loch Ness, comme le Pélamis, un serpent de mer de 120 mètres de long pour un poids de 750 tonnes. Ondulant en surface, ces 4 cylindres articulés convertissent le mouvement des vagues en courant électrique. Celui-ci est acheminé sur Terre par câble sous-marin. Une première ferme est en cours d'installation au nord du Portugal. À terme, 15 000 foyers pourront s'y raccorder. Les courants de marée attirent de nombreux constructeurs. Le centre EMEC dénombre une vingtaine de prototypes. L'Open Center Turbine, une hydrolienne, ici sortie de l'eau pour des travaux de maintenance, sera prochainement commercialisée. Elle a reçu l'autorisation d'alimenter le réseau en mai 2008. On va voir apparaître des groupements d'appareils. Pour le moment, nous testons des pièces uniques. Mais une fois que nous serons sûrs de leur fonctionnement, les gens voudront les implanter en série par 2, par 5, par 10 ou par 50. 15 à 20% de notre électricité pourrait provenir des énergies marines. C'est la moitié de ce que nous produisons actuellement à partir de gaz naturel et l'équivalent de ce qui est généré par le nucléaire. Nous parlons donc d'une industrie significative. Et nous savons que la mer regorge d'énergie. Il suffit de sortir par jour de grands vents ou de grandes marées pour s'en rendre compte. La filière commence à se structurer. L'Association européenne pour l'énergie des océans a vu le jour en 2007. Pendant ce temps-là, l'Europe méditerranéenne se tourne vers le soleil. Contrairement à la légende, le temple du soleil se trouve à Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales françaises. Ce four solaire, le plus puissant au monde, est entré en service en 1972. Abandonné pendant 20 ans au profit du nucléaire et du pétrole bon marché, il est désormais confié au laboratoire Promesse du CNRS français grâce à des fonds européens. Les recherches portent sur la concentration de la chaleur solaire. Vous mettez une plaque noire au soleil, même si vous mettez une vitre devant, etc., eh bien, vous obtenez une température maximum autour d'une centaine de degrés, c'est bon, à peu près. Et donc, si vous voulez obtenir des plus hautes températures, eh bien, en fait, il faut mettre plus d'un soleil sur la plaque. Bon. Alors, comment on fait pour mettre plus d'un soleil sur la plaque? Eh bien, en fait, on multiplie les soleils. C'est ce que l'on fait avec des héliostats. 63 miroirs articulés qui suivent le soleil dans sa course, du lever au coucher, comme des tournesols. Les reflets sont concentrés sur une immense parabole qui les renvoie sur le foyer. Chauffé par l'équivalent de 10 000 soleils, le four peut atteindre 3000 degrés sans le moindre combustible.
Ces très hautes températures servent par exemple à élaborer des matériaux pour l'industrie spatiale. Elles permettent aussi de produire de l'hydrogène sans dégagement de gaz à effet de serre. L'hydrogène est un vecteur idéal pour stocker et transporter l'énergie. Ce gaz peut être directement utilisé comme combustible ou reconverti en électricité. Il pourrait remplacer les énergies fossiles avec l'avantage qu'il ne dégage que de l'eau. Promess est leader du programme européen Solicarb, un procédé qui décompose le méthane en hydrogène d'une part et en carbone solide d'autre part. Le carbone solide intéresse différentes industries, des composants électroniques aux fabricants de pneus. Solicarb agrège 10 partenaires dans 7 pays européens. On peut aussi convertir la chaleur solaire en électricité. En Espagne, le centre de recherche CIEMAT d'Almeria est aujourd'hui le plus avancé d'Europe. Dans le principe, une centrale à concentration solaire est comparable à toute centrale thermique. La chaleur active une turbine qui entraîne un générateur d'électricité. Différentes technologies ont été lancées dans les années 70 lors du premier choc pétrolier. Le procédé le plus efficace reste la centrale à tour, où l'on peut concentrer des centaines, voire des milliers d'héliostats de 10 mètres carrés chacun sur un seul récepteur placé en haut de la tour. Avec une concentration de 500 soleils, le foyer monte à 600 degrés. De telles températures ouvrent de nouvelles opportunités. Eh bien, vous pouvez stocker la chaleur, donc comme votre chauffe-eau solaire, vous stockez dans des réservoirs, dans des gros réservoirs, la chaleur que vous avez absorbée au foyer de votre concentrateur. Et donc, vous pouvez reporter votre production d'énergie après le coucher du soleil. Aujourd'hui, en Espagne, il y en a une qui vient d'être construite, qui est en cours de mise en route. Là, le stockage est très court, d'une demi-heure, mais ils sont en train de faire une autre centrale pas très loin, à côté de Grenade, où il y aura 7h30 de stockage. Donc en fait, l'été, ils vont travailler 24 heures sur 24. La concentration solaire et les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité selon 2 technologies différentes mais complémentaires. Une centrale photovoltaïque utilise la lumière diffuse du soleil. Au nord, elle produit de l'électricité, même par temps voilé. Au contraire, les centrales à concentration solaire n'utilisent que la chaleur par rayonnement direct, dans un ciel limpide. Elles atteignent leur pleine puissance dans les déserts chauds et secs de la planète. Il y a des estimations qui ont été faites, par exemple, l'Algérie, en n'utilisant qu'une partie du potentiel, pourrait produire 15 fois l'énergie électrique de toute l'Europe réunie avec des centrales solaires. Donc vous imaginez à peu près le potentiel que ça représente. Promess et le centre d'Almeria collaborent sur d'autres programmes internationaux comme l'Eurodish, une mini-centrale qui concentre le soleil dans une simple parabole. Cette technique est destinée aux villages isolés. Financé par le gouvernement fédéral, le programme est piloté depuis l'Allemagne. C'est technologiquement comparable au générateur diesel derrière la maison, sauf que celui-ci fonctionne au fioul, alors que nous utilisons le soleil que nous capturons dans le miroir. Le système comprend bien un minimum de technologie, mais un fermier du tiers-monde qui possède suffisamment de connaissances techniques pour faire marcher un générateur diesel pourra aussi assurer la maintenance d'un système dit Stirling.
Mais l'entreprise Schleichbergermann a conçu un projet beaucoup plus ambitieux. La centrale à cheminée solaire. La cheminée est placée au centre d'une immense plaque de verre où l'air chauffe comme dans une serre. L'air chaud s'engouffre dans la cheminée où elle active des turbines raccordées au générateur électrique. La plaque de verre mesure jusqu'à 7 km de rayon pour une cheminée d'1 km de haut. Mais la technologie est simple. Rien que du verre et du ciment. On peut réaliser la centrale sur place avec le sable du désert. 3 projets sont à l'étude. L'un de 40 MW en Espagne avec une cheminée de 200 mètres. L'autre de 200 MW en Australie avec une cheminée de 1 km. Le troisième se prépare en Namibie, au sud de l'Afrique. Il sera encore plus puissant. Et le clou, c'est que même la nuit, quand il n'y a pas de soleil, nous n'avons pas de problème. En dessous de la plaque de verre, nous mettons des tuyaux que nous remplissons d'eau une fois pour toutes. L'eau chauffe pendant la journée et restitue cette chaleur la nuit, ce qui fait que le dispositif peut fonctionner 24 heures sur 24. Quand le pétrole et le gaz viendront à manquer, la concentration solaire pourrait couvrir tous les besoins de la planète, avec une énergie sans déchets, gratuite et inépuisable. Nous sommes en discussion politique pour initier une coopération avec le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, qui possèdent d'immenses surfaces dans leur désert avec beaucoup de soleil. Et en même temps, ce serait une contribution économique positive et pour ainsi dire en faveur de la paix, dans des pays où il y a beaucoup de jeunes sans travail. Nous pourrions déclencher un véritable boom économique en y construisant ce genre d'installation. Le rêve à long terme serait que ces pays du tiers-monde subviennent eux-mêmes à leurs besoins en courant électrique et qu'ensuite ils exportent leurs excédents chez nous, soit sous forme de courant pour l'industrie et le bâtiment, soit sous forme d'hydrogène pour les voitures et les avions. Et à la question, est-ce que cela a un sens? La réponse est oui, absolument. Car sur les 3500 km qui séparent le sud du Sahara de l'Allemagne ou de la France, la perte due au transport se situe autour des 11%. 11% de perte, alors que l'ensoleillement dans ces régions est 3 fois plus élevé. Il est donc beaucoup plus sensé de construire les centrales là-bas et de transporter ensuite le courant jusqu'ici. On pourrait donc s'acheminer à terme vers 2 systèmes parallèles. D'un côté, celui des grosses entreprises chargées de faire fonctionner les infrastructures collectives et de l'autre des réseaux citoyens sur lesquels nous fonctionnerions en parfaite autonomie grâce à des bâtiments à énergie passive aidés par des énergies locales. D'ores et déjà, certains précurseurs vont plus loin encore dans la conception d'un urbanisme sans carbone. Voyez l'exemple en Grande-Bretagne du premier lotissement totalement autonome, un exemple qui a déjà essaimé sous toutes les latitudes. C'est sur une ancienne friche industrielle de la banlieue de Londres qu'est né le micromodèle de la ville du futur. Beddington Zero Energy Development, plus connu sous le diminutif de BEDZ, est l'œuvre de 2 visionnaires, l'architecte Bill Dunster et l'ingénieur Chris Twin. Le projet a nécessité 4 ans de recherche avec des logiciels de haute technologie. Mais alors que le design a l'air futuriste, la façon dont ça a été réalisé est complètement traditionnelle. Il n'y a rien de sorcier à tout cela et on pourrait le réaliser n'importe où. On a démontré que ça n'avait rien d'un exploit. Une fois que les politiciens savent ce qu'ils peuvent commander, ils n'ont plus qu'à décider. Ils peuvent se fixer des objectifs à long terme. Le gouvernement vient de passer une loi qui prévoit qu'à l'horizon de 2016, toutes les nouvelles constructions au Royaume-Uni seront conformes aux standards de BEDZ, y compris l'utilisation des énergies renouvelables. Le hameau comprend 82 logements.
3000 m² de bureaux, de commerces et d'espaces verts répartis sur 3 rues parallèles. Ces prises d'air qui virevoltent sur les toits sont conçues pour profiter du flux maximum le long du faîtage. Elles se positionnent d'elles-mêmes dans la direction du vent dominant, aspirent l'air frais vers l'intérieur, tout en évacuant l'air usé. L'air frais qui entre passe par un gigantesque échangeur afin de récupérer la chaleur de l'air usé, qu'on perd généralement dans un système de ventilation traditionnel. L'important, c'est que ce système de ventilation fonctionne sans électricité, ce qui représente une économie de 500 kWh par an. BedZ possède sa propre centrale de cogénération qui produit à la fois l'électricité et l'eau chaude. Des panneaux photovoltaïques alimentent une petite flotte de véhicules électriques que les résidents se partagent. Les toitures, en partie végétalisées, facilitent la récupération des eaux de pluie. Pour ce qui est de l'eau, la pluie tombe sur le site, nous la collectons, nous la réutilisons, puis nous la renvoyons dans le système d'épuration et nous l'utilisons à nouveau. L'important, c'est de mettre en place ce genre de cycle. Enfin, les résidents disposent d'une surface de terrain suffisante pour produire leur alimentation. En moyenne, un repas britannique parcourt plus de 3000 km depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Or, les kilomètres alimentaires sont incompatibles avec une réduction sérieuse des émissions de carbone. Et puis, il y a le pic pétrolier, car les ressources de combustibles fossiles s'épuisent vite. En somme, BedZ est conçu pour affronter la crise de l'énergie dans toutes ses dimensions. C'est cette innovation qui attire les visiteurs du monde entier. Après la visite, tant de personnes venues du bout du monde ont déclaré « Waouh, on devrait tous faire ça ». En tant qu'ingénieur dans un bureau d'études international, je travaille un peu partout sur la planète. Et partout, les gens ont entendu parler de BedZ. Chris Twin est directeur au bureau ARUP, une institution londonienne qui dispose de 80 équipes d'urbanistes dans le monde. L'ingénierie du stade des Jeux Olympiques de Pékin fait partie de son palmarès. Une société de Shanghai a choisi ARUP pour réaliser Dongtan, la première ville écologique chinoise. Sur bien des plans, à petite échelle, BedZ a été le démonstrateur qui a donné confiance à ARUP pour se lancer dans une application à l'échelle d'une ville. De nombreux principes de BedZ seront appliqués à Dongtan, mais il y en aura de plus ambitieux encore dans les systèmes de transport, entre autres. Bien sûr, une ville qui fonctionne aux énergies renouvelables avec des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des centrales de cogénération qui utilisent la biomasse comme carburant, tout cela fait partie de nos réflexions pour Dongtan. En ce sens, BedZ a été une étape importante sur la voie de Dongtan. Dongtan occupera la pointe sud-est de l'île de Changmin, dans le delta du fleuve Yangtze. « 100% autonome au plan de l'énergie, des transports et de l'eau, elle produira son alimentation biologique dans des conditions inédites. Dongtan accueillera 5000 habitants dès 2010 et jusqu'à 500 000 d'ici 2050. L'une des choses que nous avons apprises de notre collaboration avec la Chine, c'est que les Chinois saisissent très clairement l'importance de maintenir les terres de production alimentaire aussi près que possible des centres de population. Nous avons un plan de recherche pour intégrer la production alimentaire dans la ville. Celle-ci produirait autant d'aliments que les actuelles terres agricoles sur lesquelles elle sera construite. Ainsi, la construction de la ville n'entamerait pas la productivité des terres. Pour ce faire, nous espérons pouvoir réinjecter les minéraux issus des déchets de la ville dans la chaîne alimentaire. La technologie existe.
Nous pensons également utiliser l'eau recyclée pour l'irrigation agricole et aussi, si possible, des sources d'énergie renouvelables comme la lumière solaire pour créer des petites unités de production alimentaire à haut rendement. Le concept BEDZ trouve des déclinaisons dans les milieux les plus extrêmes, comme ici, dans le désert d'Abu Dhabi. Compacte, percée de rues étroites pour garder la fraîcheur, la cité s'inscrira dans un carré traditionnel clos de murs, à l'abri des vents du désert. Masdar, la source en français, sera zéro carbone, zéro déchet. Des transports automatiques fonctionnant comme des ascenseurs horizontaux desserviront son territoire de 6 km². L'électricité et la climatisation seront produites par les deux technologies solaires, panneaux photovoltaïques et centrales à concentration. Cette dernière fournira l'eau douce par distillation de l'eau de mer. Là aussi, la nourriture des résidents sera cultivée sur place. Les fermes surgiront du désert grâce au recyclage des eaux usées. Masdar est conçu pour 50 000 habitants. Il faut absolument considérer les villes dans leur situation par rapport à l'espace rural. Il faut cesser de penser en termes de développement urbain ou rural. Nous devons concevoir l'ensemble comme un système complet. Une ville durable ne saurait exister par elle-même. Une ville n'est durable qu'avec son environnement, dans un contexte. Il faut faire en sorte que les terres environnantes tirent leur prospérité de la ville à laquelle elles fournissent des biens et des services. Ainsi, vous créez une dynamique locale. Quand on trace une ligne autour d'une ville en la réduisant à ses immeubles, vous savez, ça ne marche pas. Une ville est comparable à un organisme. Elle doit se nourrir de quelque chose. Ensuite, c'est comme dans la nature, elle donne autant qu'elle prend. I think the megacities agenda is over. Je crois que le temps des mégapoles est révolu. Concentrer les gens en un seul endroit revient à concentrer la pollution, les besoins énergétiques, la culture. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que nous allons vers un futur qui sera beaucoup plus décentralisé. Pour les économies émergentes, où l'on a conservé l'habitude de produire les aliments au plus près des centres urbains, faute d'énergie pour les transporter, cette approche offre à l'évidence une véritable alternative. Mais ailleurs, et plus particulièrement ici en Europe, la question se pose totalement différemment, puisque la libre concurrence a bouleversé la donne en éloignant de fait les centres de production des lieux de consommation. À titre d'exemple, l'Île-de-France, qui avait toujours pourvu à l'alimentation de la capitale, ne produit plus aujourd'hui qu'1% des besoins de sa population. En somme, ruraux et urbains sont de la même manière soumis aux puissantes filières de l'agroalimentaire, de la grande distribution et des transports routiers. Une situation qui, sous la pression des événements, catastrophes climatiques, pénurie de pétrole, etc., pourrait changer de manière plus brutale qu'il n'y paraît. Je vous propose de regarder maintenant un scénario de prospective. Certes, il s'agit d'une fiction, mais une fiction toute proche de ce qui pourrait advenir. Les spécialistes parlent de scénario de rupture. Regardez. En Europe, la déconstruction des métropoles s'accélère. Les quartiers à énergie positive avaient survécu au blackout, mais depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, le pétrole n'arrive plus. Les commerces ont tiré le rideau, faute d'approvisionnement, et les populations fuient en quête de subsistance. L'Europe est confrontée au plus gigantesque exode urbain depuis la dernière guerre mondiale. Un nouveau modèle de territoire va peut-être apporter une solution.
Dans la vallée Hypergreen, plusieurs tours bioclimatiques ont été dressées sur des terres abandonnées. Montables en kit, elles n'occuperont qu'une faible emprise au sol. Les friches agricoles sont en cours de réhabilitation, avec des techniques biologiques de pointe. Elles alimenteront la vallée. En retour, les agriculteurs et leurs familles bénéficieront des services collectifs des tours. Écoles, centres médicaux, banques, restaurants, salles de spectacle occuperont les premiers étages. Les habitations et les bureaux se répartiront plus haut. L'Internet à très haut débit permettra le travail à distance. Pour les échanges locaux, une flotte d'éco-véhicules sera partagée entre les habitants. Les transports de personnes et de marchandises s'effectueront en ballons dirigeables. Silencieuse depuis un siècle, la vallée s'animera de 50 000 personnes dans quelques mois. Alors, que notre futur proche se dessine en tour Hypergreen, à l'image de celle-ci, ou dans un autre scénario, peu importe. Mais une chose est sûre, la raréfaction de l'énergie et des matières premières va totalement changer le calcul économique. Le système qui prévaut aujourd'hui, où l'on produit ici et où l'on consomme là-bas et où l'on transporte et distribue entre les deux, ce système-là, pourtant fondateur de la globalisation, ce système-là, nous disent les spécialistes, n'est plus soutenable. Une manière de nous dire que l'équilibre des sociétés locales redeviendra dès lors le meilleur garant de la société globale. Une façon pour le temps et la distance de reprendre leurs droits, et ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette théma. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous tout de suite sur arte.tv où des spécialistes vous attendent pour répondre à toutes vos questions. C'est tout de suite donc sur arte.tv. La semaine prochaine, la théma du mardi sera consacrée à la crise alimentaire. Passez une excellente soirée sur Arte. À bientôt. Bonsoir. Merci.